à 27 000 pieds au-dessus de Kassel, en Allemagne. 30 juillet 1943. Les doigts du sergent-chef Michael Harut sont engourdis à l'intérieur de ses gants chauffants. Dans la queue du B-17 Tandleo, la température frôle les 40 degrés Fahrenheit. À travers la bulle de plexiglas de son poste arrière, il observe les chasseurs allemands qui se rassemblent derrière la formation de bombardiers, des Messerschmitt, des O-229. Il les compte, 8, 10, 15 appareils. Ils se placent avec méthode, comme une meute qui encercle une proie déjà blessée. L'interphone grésille. « Mitrailleurs arrière, vous les voyez ?» La voix du lieutenant Brink, le pilote, est tendue. « Je les vois, mon lieutenant », répond Harut. Il a 23 ans, mais l'équipage l'appelle « le gamin ». Avec son visage lisse et sa silhouette frêle, il en paraît 17 à peine 59 kilos tout mouillés. Les autres mitrailleurs plaisantent. Ils devraient manger davantage. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce jeune homme trop maigre, originaire de Springfield, dans le Massachusetts, est sur le point de bouleverser les règles mêmes du tir aérien. Harut plisse les yeux derrière le viseur K-13. Le réticule est là, net, rigoureusement géométrique, exactement comme on le lui a appris à l'école de tir. Mais quelque chose cloche, un doute qui le ronge depuis des semaines, un doute qui a déjà coûté la vie à trop d'hommes. Le système standard part d'un principe simple, ouvrir le feu lorsque les chasseurs attaquants se trouvent entre 400 et 600 yards. La distance réglementaire, martelée par chaque instructeur, gravée dans chaque manuel. Or, Harut a vu ses tirs théoriques échouer encore et encore. Il a vu les traçantes se perdre dans le vide pendant que les avions allemands criblaient les B-17 de leurs canons. Il a vu des bombardiers exploser en plein ciel. Les a vus basculer vers la terre, traînant derrière eux une fumée noire. Il a vu des parachutes s'ouvrir trop tard, ou ne jamais s'ouvrir. Les Messerschmitt se rapprochent. 500 yards, la distance officielle. Les mains d'Harut reposent sur les poignées des 2 mitrailleuses de calibre 150. Mais il ne tire pas encore. Ni ses camarades d'équipage, ni son commandant d'escadrille, ni même l'United States Army Air Forces tout entier ne savent que ce gamin à peine diplômé du lycée a compris quelque chose qui va tout changer. Les pilotes de la Luftwaffe, qui plongent vers le Tandleo, l'ignorent eux aussi. Ils vont affronter le mitrailleur arrière le plus meurtrier de toute l'histoire américaine. Et ce qui le rend mortel, ce n'est pas son respect des règles, c'est sa décision de les briser. 6 mois plus tôt, les pertes américaines au-dessus de l'Europe avaient atteint un niveau catastrophique. Entre le 8 et le 14 octobre 1943, une période qui passera à l'histoire sous le nom de Black Week, la 8e Air Force perdit 140 bombardiers lourds en 7 jours. Ce n'étaient pas seulement des machines, près de 1500 hommes furent tués, blessés ou capturés. Un taux de perte de 13% par mission. Les mathématiques étaient implacables. À ce rythme, la force de bombardement serait anéantie avant le printemps. Le problème ne venait pas des avions. Le B-17 Flying Fortress était hérissé de 13 mitrailleuses de calibre .50. Les ingénieurs de Boeing avaient conçu une véritable bête de combat volante. 10 hommes, une seule arme capable de se frayer un chemin jusqu'à la cible et de revenir en tirant. Le vrai souci, c'était que les piquants du porc-épic ne touchaient presque jamais leur cible. Les analystes du renseignement de la 8e Air Force décortiquaient les films de caméras de tir et les rapports de mission. Les chiffres racontaient une histoire sinistre. Sur 100 cartouches tirées par les mitrailleurs de bombardiers, moins de 2 atteignaient réellement un chasseur ennemi. Un taux de réussite inférieur à 2%. Les pilotes allemands avaient appris à exploiter chaque faille. Ils attaquaient de face, à 12 heures, là où les armes de nez du B-17 manquaient de portée. Ils surgissèrent par le bas à 6 heures, en remontant à toute vitesse là où la tourelle ventrale ne pouvait suivre assez vite. Et surtout, ils avaient perfectionné l'attaque frontale, une approche à des vitesses combinées dépassant 600 miles à l'heure, une salve de canons de 20 mm et de roquettes de 30 mm, puis une rupture nette avant que les mitrailleuses des bombardiers ne puissent les accrocher. L'aviation américaine essaya tout. Des formations serrées, concentrant le feu défensif mais devenant des cibles idéales pour la flak. Des formations plus lâches, laissant de l'espace pour manœuvrer mais ouvrant des brèches que les chasseurs allemands exploitaient aussitôt. On modifia les B-17, ajoutant des tourelles de menton pour couvrir le secteur haut avant. On entraîna les mitrailleurs sans relâche au tir en déflexion. L'art de viser non pas l'endroit où se trouve l'ennemi, mais celui où il sera lorsque la balle arrivera.
Un art redoutablement difficile. Un Messerschmitt Bf 109 lancé à 300 miles à l'heure parcourt 440 pieds par seconde. Une balle de calibre .50 file à près de 2900 pieds par seconde. À 600 yards, environ 1800 pieds, elle met 6 dixièmes de seconde à atteindre sa cible. Pendant ce laps de temps, le chasseur a déjà parcouru plus de 260 pieds. Le mitrailleur doit donc viser l'équivalent de 26 longueurs d'avion devant sa cible. Tout cela en combat, à 40 degrés. Dans un bombardier secoué par les turbulences, en luttant contre l'hypoxie à cause d'une ligne d'oxygène endommagée, pendant que les traçantes et les obus déchirent l'aluminium autour de lui, pendant que ses camarades meurent. Les experts étaient unanimes, les mitrailleurs devaient ouvrir le feu entre 400 et 600 yards, en appliquant strictement les principes du tir en déflexion. Suivre l'instruction. Faire confiance à la doctrine. Faire confiance à la doctrine. Le problème, c'est que cette doctrine envoyait tout le monde à la mort. Au cours des 6 derniers mois de 1943, la 8e Air Force perdit plus de 600 bombardiers sous les attaques de la chasse allemande. 6000 hommes qui avaient respecté les règles jusqu'à leur tombe. À peine 25% des équipages parvenaient à accomplir leurs 25 missions réglementaires. Tous les autres étaient morts, mutilés à vie ou pourrissaient dans des camps de prisonniers allemands. Les chiffres hurlaient qu'il y avait une erreur fondamentale. Mais les institutions changent lentement. L'Army Air Force avait investi des millions pour former 214 000 mitrailleurs aériens selon la bonne méthode. Des instructeurs qui n'avaient jamais tiré un coup de feu en situation réelle rédigeaient les manuels et dirigeaient les écoles. Ils maîtrisaient les équations, la balistique, la théorie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur théorie relevait de la fiction. Il faudrait un gamin trop maigre du Massachusetts, un décrocheur du lycée avec un mépris instinctif pour l'autorité, pour comprendre ce que tous les experts avaient manqué. Michael Louis Arut naquit le 31 juillet 1919 à Springfield, Massachusetts, de parents immigrés libanais. Son père Salam travaillait dans une usine textile. Sa mère Dora faisait des lessives pour compléter les revenus du foyer. Michael grandit pendant la Grande Dépression, dans un quartier où personne n'avait grand-chose, mais où chacun savait se débrouiller. Il fréquenta le Springfield Technical High School, puis abandonna après 3 années pour aider sa famille. Il trouva un emploi modeste, semi-qualifié. Les livres n'étaient pas son fort, l'autorité non plus. En revanche, il avait un talent rare, repérer des schémas que les autres ne voyaient en pas et faire confiance à ce qu'il observait plutôt qu'à ce qu'on lui disait. Le 25 août 1942, 3 mois après son 23e anniversaire et 8 mois après Pearl Harbor, Arut entra dans un bureau de recrutement de l'armée à Springfield. Célibataire, sous-employé, il se dit que l'armée le nourrirait au moins mieux que son maigre salaire. Le recruteur observa ce jeune homme de 59 kilos et pensa sans doute à de la chair à canon. Arut, lui, y voyait simplement un travail. Aucun des deux n'aurait pu imaginer que ce garçon sans éclat deviendrait le mitrailleur aérien le plus efficace de toute l'histoire américaine. L'aviation l'envoya suivre le parcours de formation classique. Instruction de base à Greensboro, en Caroline du Nord. École de tir à Fort Myers, en Floride. On lui apprit à démonter et remonter une mitrailleuse Browning de calibre .50 les yeux bandés, à débloquer un incident de tir en altitude avec des gants épais, à calculer les angles de déflexion, les avances de tir, et surtout à ouvrir le feu entre 400 et 600 yards. Arut écoutait, apprenait ce qui lui semblait utile, et rangeait soigneusement ses doutes dans un coin de sa tête. En juin 1943, le sergent-chef Arut fut affecté au 526e escadron de bombardement, 370e groupe, basé à Kimbolton, près de Cambridge, en Angleterre. Il occupait le poste de mitrailleur arrière du B-17 Nehru 42 9 surnommé Tandleo, d'après un personnage sulfureux d'un film populaire. Être mitrailleur arrière, c'était à la fois la fonction la plus cruciale et la plus solitaire de l'appareil. On était assis seul dans une bulle de plexiglas, à l'extrémité du fuselage, tourné vers l'arrière, regardant le monde s'éloigner. Quand les chasseurs allemands attaquaient par derrière, leur angle favori, vous étiez la dernière ligne de défense, et aussi celle qui mourait le plus souvent. À l'exception peut-être de la tourelle ventrale, aucun poste sur un B-17 n'affichait un taux de perte aussi élevé. Lors de ses premières missions, en juin et au début de juillet, Arut fit exactement ce qu'on lui avait appris. Il attendait que les chasseurs atteignent 600 yards. Il calculait la déflexion. Il tirait par rafale contrôlée.
Il voyait ses traçantes manquer leur cible. Il voyait d'autres bombardiers tomber. Et il commença à réfléchir. L'illumination ne vint pas en plein combat, mais au sol, pendant ces heures interminables entre deux missions, lorsque les équipages s'efforçaient de ne pas penser à la prochaine. Harut nettoyait ses armes, passait des tampons dans les canons, quand une idée le frappa. Et si tout ce qu'on lui avait appris était faux? Et si le problème ne venait pas des mitrailleurs? Et si le problème, c'était la doctrine elle-même? Son raisonnement était d'une simplicité presque enfantine. Le manuel disait de tirer à 400-600 yards, car c'était là que les chances de toucher étaient maximales. Mais Harut avait remarqué autre chose. Lorsqu'un Messerschmitt atteignait 600 yards, il était déjà en position de tir. Les canons allemands de 20 pisomètres étaient efficaces à cette distance. Leurs roquettes, de 30 mm, l'étaient au-delà de 800 yards. Autrement dit, en attendant la distance réglementaire, le pilote allemand avait déjà ouvert le feu. Le bombardier encaissait les coups avant même que le mitrailleur n'entre en action. L'initiative appartenait toujours à l'attaquant. Mais s'il était possible d'inverser cette logique, et si l'on tirait plus tôt, beaucoup plus tôt, avant que le pilote ennemi ne s'y attende, avant qu'il n'ait verrouillé sa trajectoire, avant qu'il ne se trouve dans sa propre zone de tir optimale. Les manuels affirmaient que c'était du gaspillage. Ils disaient qu'à 900 yards, les chances de toucher étaient quasi nulles. Ils affirmaient qu'on ne ferait que brûler des munitions pour rien. Les manuels, pensait Harut, avaient été écrits par des gens qui ne s'étaient jamais retrouvés sous le feu ennemi. Alors il commença à expérimenter. Le 30 juillet 1943, lors de la mission au-dessus de Cassel, il prit sa décision. Quand les Messerschmitt se regroupèrent derrière le flot de bombardiers, au lieu d'attendre qu'ils approchent à 600 yards, il ouvrit le feu à 900. Les autres mitrailleurs crurent qu'il avait perdu la tête. « Harut gaspille encore des munitions », murmura quelqu'un sur l'interphone. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les chasseurs allemands se dispersèrent. La formation se disloqua. Ils n'attaquèrent plus avec la même détermination. Pour mener une attaque efficace contre un bombardier, un pilote de chasse doit stabiliser son appareil, aligner sa trajectoire et rester parfaitement immobile pendant 2 ou 3 secondes cruciales. Le tir précoce et agressif d'Harut brisa ce rituel. Les pilotes de Messerschmitt se retrouvèrent à traverser des rideaux de traçantes de calibre Pan 50 bien plus tôt que prévu. L'instinct humain fit le reste. Ils sursautèrent, hésitèrent, rompirent à l'attaque pour tenter une nouvelle approche. Et lorsqu'ils revinrent, Harut tirait toujours. Il ne cherchait pas réellement à les abattre à 900 yards, même si cela arrivait parfois. Son objectif était ailleurs, saboter leurs attaques avant même qu'elles ne commencent. Le véritable génie de sa méthode apparut lorsque les chasseurs passèrent sous la barre des 600 yards. Désormais, il pénétraient dans un flot continu de balles qui les avait déjà contraints à quitter leurs axes idéaux. Ils n'attaquaient de plus une cible. Ils entrèrent dans une zone de mort. Les 2 mitrailleuses de calibre 150 d'Harut martelaient sans relâche en longues rafales. Le règlement recommandait des tirs courts pour économiser les munitions et éviter la surchauffe. Harut, lui, tirait jusqu'à ce que l'ennemi soit détruit ou qu'il s'enfuit. Ce jour-là, au-dessus de Cassel, la technique fonctionna. Harut abattit 3 Messerschmitt Bf 109, mais le prix à payer fut terrible. Un obus de canon de 20 mm pulvérisa la conduite d'oxygène de la queue. Harut continua de tirer, tandis que sa vision se rétrécissait et que ses pensées devenaient lourdes, engourdies par l'hypoxie. Un autre impact bloqua l'une de ses armes. Il la débloqua avec des doigts insensibles et reprit le feu. Un éclat d'obus lui transperça l'épaule. Il tira encore. Lorsque les chasseurs finirent par rompre définitivement le combat, Harut avait détruit son 4e appareil ennemi de la journée. Quand le Tandléo parvint péniblement à regagner Kimbolton, la section arrière du bombardier ressemblait à un morceau de métal passé au broyeur. Harut sortit de son poste, le blouson de vol imbibé de sang, puis s'effondra. On le transporta à l'hôpital de la base, où les médecins retirèrent les éclats logés dans son épaule et traitèrent une grave privation d'oxygène. Mais ce qui suivit allait s'avérer bien plus important que ses blessures. Les officiers du renseignement interrogèrent l'équipage. Lorsqu'Harut affirma avoir détruit 4 avions ennemis, la pièce se figea. « 4 » répéta l'officier supérieur. « En une seule mission ?» Le scepticisme était évident. Des pilotes de chasse réussissaient parfois de tels scores, aux commandes de P-47 ou de P-51. Mais un mitrailleur de bombardier, cela relevait de la fantaisie, du stress de combat ou du mensonge pur et simple. Les mitrailleurs ne devenaient pas des as. C'était censé être impossible.
Le lieutenant Brink, le pilote, prit pourtant sa défense. « J'en ai vu 2 exploser », déclara-t-il. Le navigateur en a vu un autre partir en flammes. Le mitrailleur de droite confirme le 4e. D'autres équipages de la formation apportèrent des témoignages concordants. Les films de caméras de tir, tremblants et granuleux, montraient des éclairs de bouche et au moins 2 impacts visibles. Et la consommation de munitions d'Arut racontait sa propre histoire. Il avait tiré presque 2 fois plus que ce que prescrivait la doctrine. Le rapport remonta la chaîne de commandement, accompagné d'une recommandation pour la Distinguished Service Cross. Mais un problème surgit aussitôt. Lorsque les instructeurs de tir du commandement d'entraînement apprirent quelle méthode Arut avait utilisée, ils furent horrifiés. Ouvrir le feu à 900 yards, tirer en longues rafales au lieu de courtes salves contrôlées, cela violait tous les principes de la gunnerie aérienne. Une réunion houleuse se tint au quartier général de la 8e Air Force à High Wycombe. Les spécialistes de la doctrine affirmèrent que le succès d'Arut relevait d'une anomalie statistique, un coup de chance, favorisé par des erreurs allemandes. Selon eux, si cette méthode se généralisait, elle mènerait à un gaspillage massif de munitions, à des canons brûlés sans gain réel d'efficacité. « Il a eu de la chance », trancha un colonel. « Si tout le monde commence à arroser à 900 yards, nous manquerons de cartouches bien avant de manquer d'ennemis. » La salle s'enflamma. Les commandants opérationnels ripostèrent. Ils brandirent les taux de perte. Ils parlèrent des équipages qui ne rentraient même pas. Ils montrèrent les preuves filmées indiquant que la doctrine officielle ne fonctionnait pas. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur », lança un lieutenant-colonel, la voix contenue mais vibrante de colère, « les mathématiques se moquent de la doctrine. Si le sergent Arut peut abattre 4 chasseurs en une mission avec sa méthode et que nos mitrailleurs moyens en abattent 0 avec la vôtre, qu'est-ce que nous cherchons réellement à défendre ? Le débat aurait pu rester théorique si un facteur décisif n'était pas intervenu. Le major général Frederick L. Anderson, commandant du Bomber Command, avait été pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Il avait volé à une époque où le combat aérien s'inventait encore, mission après mission. Il savait une chose essentielle, les meilleures tactiques naissent chez ceux qui survivent au combat, pas chez ceux qui conçoivent des programmes d'entraînement loin du front. Anderson écouta les 2 camps, puis trancha. « Mettez-la à l'épreuve, ordonna-t-il. Envoyez ce bon sergent parler aux autres mitrailleurs. Qu'il leur explique ce qu'il fait. Voyons si cela fonctionne pour d'autres que lui. » Puis il se tourna vers le colonel responsable de l'école de tir. « Et pendant que nous testons cette méthode, vous n'interférerez en rien avec la technique du sergent Arut et vous ne recommanderez aucune sanction disciplinaire. C'est bien compris ?» C'était limpide, mais Anderson alla plus loin encore. Il valida l'attribution à Arut de la Distinguished Service Cross. La citation publiée en janvier 1945 déclarait « Le sergent-chef Arut a abattu 3 avions ennemis, et bien que la conduite d'oxygène de son appareil ait été rompue, qu'une arme se soit enrayée et qu'il ait été grièvement blessé, il est resté à son poste, a réparé sa mitrailleuse, repris le feu et détruit un 4e avion adverse. » Pendant ce temps, la rumeur se répandit au sein du 379e groupe de bombardement. Les autres mitrailleurs arrière commencèrent à interroger Arut sur sa méthode. Remis de ses blessures, à la mi-août, il était de nouveau en mission. Cette fois, il avait des observateurs. Les données commencèrent à s'accumuler en août et septembre 1943. Les mitrailleurs arrière du 379e groupe qui adoptait le tir précoce et agressif d'Arut rapportaient tout le même phénomène, un changement net du comportement des chasseurs allemands. Les Messerschmitt et les Focke-Wulf 190 continuèrent d'attaquer, mais avec plus de prudence. Ils rompaient les plus tôt. Leurs passes étaient moins précises. Les analystes du renseignement commencèrent à croiser les chiffres. Les formations dont les mitrailleurs utilisaient la méthode Arut affichaient une baisse statistiquement significative des pertes dues aux chasseurs ennemis. Ce n'était pas de la magie, c'était de la psychologie appliquée. Les pilotes de chasse, comme tous les êtres humains, raisonnent en termes de risque et de gain. Lorsque le risque augmentait, lorsque le feu défensif commençait plus tôt et se poursuivait avec plus de violence, certains pilotes, souvent inconsciemment, hésitaient, ils retenaient à leurs attaques. Mais Arut, lui, n'en avait pas terminé. Le 6 septembre 1943, le Tandléo participa à un raid contre Stuttgart, en Allemagne. Dès le départ, la mission tourna mal. Une flaque intense endommagea plusieurs bombardiers au-dessus de l'objectif. À la sortie, la chasse allemande frappa durement la formation. À son poste arrière, Arut ouvrit le feu à sa distance habituelle, 900 yards.
Au cours du combat mouvant qui s'ensuivit, il abattit 2 nouveaux Messerschmitt Bf 109, mais le Tand Léo fut gravement touché. 2 moteurs perdaient trop de la puissance. L'appareil perdait de l'altitude. Il n'atteindrait jamais l'Angleterre. Le lieutenant Brink prit la décision. Poste amérissage forcé. Préparez-vous. Il survolait tout juste la Manche. L'autre option, c'était le sol allemand et les camps de prisonniers. L'équipage jeta tout ce qui pouvait l'être, armes, munitions, équipements, tout pour alléger l'avion. À contre-cœur, Harut quitta son poste arrière et rejoignit l'avant. Le B-17 frappa l'eau glacée à près de 140 km. L'impact fut comparable à un choc contre du béton. L'appareil se disloqua, mais l'équipage survécut. Des vedettes de sauvetage britanniques les récupérèrent en moins de 2 heures. Tous regagnèrent à la base. Moins d'1 semaine plus tard, Harut était de nouveau en mission. Sa réputation dépassait désormais largement le cadre du 370e groupe. D'autres unités demandèrent des informations sur sa technique. La résistance du commandement de l'instruction s'effritait sous le poids des preuves. En octobre 1943, une doctrine de tir révisée commença à circuler au sein de la 8e Air Force, intégrant prudemment certains éléments de l'approche d'Harut. Les nouvelles directives autorisaient l'ouverture du feu à des distances étendues lorsque la situation tactique le justifiait. Un langage administratif, soigneusement neutre, une manière élégante de reconnaître que le gamin maigre du Massachusetts avait eu raison et que les experts s'étaient trompés. Harut effectua sa 14e et dernière mission de combat au début de 1944. Son score officiel s'élevait à 17 avions ennemis détruits, le total confirmé le plus élevé jamais attribué à un mitrailleur de bombardier américain durant la guerre. Certains historiens estiment que le chiffre réel fut probablement supérieur. La nature même du combat aérien rendait les confirmations délicates, lorsque plusieurs mitrailleurs de différents appareils tiraient sur le même chasseur à qui attribuer la victoire. Les registres officiels ne comptabilisèrent que les destructions pouvant être formellement imputées à Harut. D'autres mitrailleurs, adoptant des tactiques défensives tout aussi agressives, commencèrent eux aussi à accumuler des victoires. Les pilotes allemands ne tardèrent pas à le remarquer. Les rapports de la Luftwaffe de la fin de l'année 1943 faisaient état d'une férocité accrue du feu défensif des bombardiers américains. Un pilote de chasse allemand, l'Oberleutnant Hans-Burg Burger du Jagdgeschwader 26, nota dans son journal « Les mitrailleurs américains sont devenus plus dangereux. Ils ouvrent le feu plus tôt, avant même que nous soyons correctement en position. Il faut des nerfs d'acier pour poursuivre une attaque à travers ce mur de traçante. Beaucoup de nos jeunes pilotes rompent trop tôt. » L'impact stratégique fut mesurable. Lors des missions particulièrement meurtrières de juillet et août 1943, avant que la nouvelle tactique ne se diffuse, la 8e Air Force subissait en moyenne 7% de pertes par mission dues aux chasseurs ennemis. En mars et avril 1944, alors que de plus en plus de mitrailleurs adoptaient le tir précoce et agressif, ces pertes tombèrent autour de 3%. La différence ne s'expliquait pas par la méthode d'un seul homme. Les escortes de chasse à long rayon d'action, comme le P-51 Mustang, jouèrent un rôle déterminant. Mais les tactiques de tir défensif contribuèrent de façon significative. En restant prudent dans les calculs, si l'amélioration des techniques de mitraillage n'avait réduit le taux de perte que d'1% sur 6 mois d'opération, cela représenterait environ 75 bombardiers sauvés. 750 hommes. 750 pères, frères, fils rentraient chez eux au lieu de mourir au-dessus de l'Allemagne. Les vétérans du 370e groupe de bombardement savaient parfaitement à qui revenait le mérite. Après la guerre, l'un des compagnons d'équipage d'Harut, le mitrailleur latéral Frank Morrison, lui écrivit une lettre. Il y disait notamment « Mike, on se moquait de toi parce que tu gaspillais les munitions. Mais tu avais raison, et nous avions tort. Je pense souvent aux équipages qu'on a perdus au début, avant que les gars apprennent à se battre comme toi. Tu as sauvé beaucoup de vies, mon vieux. Grâce à toi, on est rentré. » L'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle devient encore plus remarquable. La carrière de combat de Michael Harut prit fin au début de 1944, lorsqu'il eut accompli suffisamment de missions pour être rapatrié. L'Army Air Force souhaitait l'employer comme instructeur de tir, mais Harut déclina. Il estimait avoir fait sa part. De toute façon, à partir de 1944, les chasseurs d'escorte américains avaient largement neutralisé la menace de la chasse allemande. Les leçons de 1943, acquises au prix du sang et de l'expérience, avaient été intégrées à la doctrine et à l'entraînement.
Les nouveaux mitrailleurs arrivant en Angleterre apprenaient le tir défensif agressif comme une évidence, sans jamais savoir qu'il avait été inventé par un décrocheur du lycée qui avait préféré faire confiance à ses yeux plutôt qu'au manuel. Harut ne chercha jamais la célébrité. Il ne donna aucune interview. Il n'assista à aucune réunion d'anciens combattants. Lorsque l'armée voulut mettre en avant son palmarès, il refusa. En 1958, il accepta toutefois d'être porteur honoraire du cercueil lors de la cérémonie d'inauguration de la tombe du soldat inconnu au cimetière national d'Arlington, une reconnaissance discrète de son statut de mitrailleur aérien américain le plus efficace de l'histoire. Il y assista parce que c'était un honneur, et surtout parce que ce n'était pas à propos de lui, mais de tous les autres. Michael Louis Harut rentra à Springfield, Massachusetts en 1944. Il se maria, fonda une famille et retourna à une vie ordinaire. Il parlait peu de la guerre. Ses enfants savaient que leur père avait été mitrailleur sans davantage de détails. Les décorations restèrent dans un tiroir, la Distinguished Service Cross, la Distinguished Flying Cross, la Air Medal avec 2 feuilles de chêne, la Purple Heart, tandis autant de symboles de lieux et d'événements qu'il préférait laisser derrière lui. Pourtant, l'héritage de son intuition lui survécut, bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Le principe qu'il avait mis au jour, qu'un engagement précoce et agressif perturbe la tactique adverse même sans coups au but, devint fondamental dans la défense aérienne. Lorsque le B-29 Super Fortress entra en service dans le Pacifique, ses mitrailleurs furent formés selon des principes largement hérités de l'expérience d'Harut. L'idée dépassa même le cadre du tir aérien. À l'ère du jet, le concept selon lequel un système défensif doit engager la menace à la plus grande distance possible, forçant l'attaquant à réagir plutôt qu'à dérouler son plan, devint une norme. Des systèmes modernes de défense aérienne intégrés, du bouclier Aegis aux batteries Patriot, reposent sur cette même logique. Engager tôt, engager fort, obliger l'adversaire à s'adapter. Les analyses statistiques d'après-guerre donnèrent définitivement raison à Harut. Des études menées par le Bureau de contrôle statistique de l'aviation américaine montrèrent que les formations de bombardiers dotés de mitrailleurs agressifs subissaient 20 à 30% de pertes en moins que celles qui attendaient la distance de tir optimale. La conclusion était sans appel. L'effet psychologique du feu défensif précoce influençait fortement l'efficacité des attaques ennemies, indépendamment même du taux de coups au but. En langage militaire, cela signifiait une chose simple. Harut avait raison. Avec 17 victoires confirmées, il demeure le mitrailleur de bombardier américain le plus victorieux de l'histoire, un record jamais égalé. Des mitrailleurs britanniques du Bomber Command de la RAF obtinrent parfois des scores comparables. Wallace McIntosh, mitrailleur arrière sur Lancaster, se vit crédité de 8 victoires confirmées et de plusieurs probables. Mais aucun Américain n'atteignit le total d'Harut. En partie, c'était une question de circonstances. À la fin de 1944, la supériorité aérienne alliée au-dessus de l'Europe était telle que les chasseurs allemands osaient rarement encore défier les formations de bombardiers. La fenêtre durant laquelle un mitrailleur pouvait devenir un as s'était refermée. La fenêtre qui permettait aux mitrailleurs aériens de devenir des as s'était refermée. Harut avait simplement été au bon endroit, au bon moment, avec la combinaison exacte de sang-froid, de courage et d'audace intellectuelle qu'exigeait cette période. Michael Harut s'éteignit en février 1990 à l'âge de 70 ans. Son avis de décès, publié dans le Springfield Republican, mentionnait son service et ses décorations, sans jamais expliquer ce qu'il avait réellement accompli. Quelques vétérans encore en vie assistèrent à ses funérailles. Eux savaient. Ce jour-là, le représentant du Massachusetts, Richard Neal, fit inscrire au Congrès un hommage le qualifiant de l'un des héros oubliés de la Seconde Guerre mondiale. La leçon de l'histoire de Michael Harut est simple. Parfois, ceux qui sont au plus près d'un problème voient ce que les experts ne perçoivent pas. Parfois, un gamin qui a quitté l'école trop tôt comprend mieux la réalité que des hommes bardés de diplômes. Parfois, le courage consiste à faire confiance à ce que l'on observe, plutôt qu'à une doctrine établie. Et parfois, la frontière entre la vie et la mort tient à une seule personne prête à enfreindre les règles. Lorsque ces règles tuent. 750 hommes sont rentrés de la guerre parce qu'un garçon trop maigre du Massachusetts a trouvé une meilleure façon de se battre. Il n'a jamais réclamé la reconnaissance. Il a simplement fait son travail. Et c'est sans doute cela le plus remarquable chez lui.